Bien. Normes et monnaies virtuelles. L'année où je suis né, si ce titre avait été le titre d'une conférence à la faculté de droit, les juristes se seraient probablement demandé pourquoi on parle de normes virtuelles. Aujourd'hui, ce concept fait plus de sens, qu'on comprend bien. C'est qu'il s'agit de normes qui sont bien réelles, mais elles sont virtuelles en ce qu'elles résident dans un autre monde que le monde traditionnel du droit. Ce sont en fait les normes telles qu'elles sont transformées à la suite des évolutions technologiques, et particulièrement des évolutions technologiques en matière de technologie de l'information. Alors, cette conférence, ma présentation sera axée sur 2 points et sur un paradoxe. Tout d'abord, l'idée que le droit est omniprésent dans le fonctionnement de la monnaie, et ensuite, l'idée que Bitcoin est un exemple de monnaie qui fonctionne sans recours au droit. Alors, une brève remarque introductive, lorsque je parle de droit au sens du système juridique organisé autour des règles de droit qui viennent des sources juridiques traditionnelles, la loi, la jurisprudence, la doctrine et la coutume. C'est une pure convention parce qu'il sera plus pratique ainsi de comprendre de ce dont on parle par la suite. Bien, première partie, le droit est omniprésent dans le fonctionnement de la monnaie. Alors, effectivement, la monnaie est presque une question métaphysique, mais bien que très complexe, elle nous est aussi très familière. Et le juriste a l'habitude de voir la monnaie. La monnaie est d'ailleurs elle-même omniprésente dans le droit. Elle est partout dans le droit des contrats. Un grand nombre de contrats sont des contrats qui sont axés autour de la monnaie. Elle est omniprésente dans le droit de la responsabilité, car bien souvent les dommages ne peuvent être réparés que par de la monnaie. Elle est aussi présente dans le droit de la famille ou dans le droit des sociétés, évidemment. Mais elle est également présente dans le droit administratif et le droit pénal, car lorsque l'on fait l'objet d'une sanction, si cette sanction n'est pas un emprisonnement, on finira bien par avoir une sanction monétaire. Mais de la même façon que la monnaie est omniprésente dans le droit est également omniprésent dans le fonctionnement de la monnaie. Alors, pour vous montrer ça, je vais m'essayer à faire une très brève histoire de la monnaie d'un point de vue juridique. C'est évidemment un exercice risqué pour un juriste en présence d'un professeur d'économie. Donc, je me contenterai d'une approche très basique, dont le point sera de vous montrer en quoi le droit joue un rôle important dans le fonctionnement de la monnaie. Alors, commençons tout de suite. Le slide suivant est un slide relativement inhabituel en faculté de droit. C'est le stade 0 de la monnaie. Le stade 0 de la monnaie, ce n'est pas la question de l'œuf ou la poule, mais c'est la question du troc. C'est qu'avant la monnaie, il n'y a pas de monnaie. Et donc on échange les choses l'une pour l'autre. Mais évidemment, le troc, c'est très peu commode. Mesurer en poules, c'est quelque chose de peu pratique. Les poules sont peu disciplinées, et surtout elles sont peu durables. Aussi, on le sait tous, l'homme très vite recourt à d'autres choses que des poules pour effectuer des échanges monétaires. Pour effectuer des échanges qui deviendront donc des échanges monétaires. Et donc ce à quoi on pense immédiatement, c'est l'or. L'or, un métal précieux, il est rare, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il a de l'importance, à tout le moins dans le monde occidental, car quand on pense à l'or ici, on pense à la rareté, à l'opulence, peut-être au luxe, mais si on voyage en dehors de nos contrées, si on va dans des îles de l'Océanie, on verra que ce qui est rare là, c'est en fait les coquillages qui sont incrustés dans ce type de bol. Et donc déjà, cela doit nous faire réfléchir au fait que les choses rares que l'on utilise, comme des monnaies, ne sont que des monnaies parce qu'on leur attribue cette fonction. Revenons à cette pièce d'or. Cette pièce d'or est intéressante parce qu'elle est tout à la fois 2 stades de la monnaie. C'est de l'or, d'accord, mais c'est aussi de l'or frappé du sceau de l'État anglais. C'est un bullion anglais, ça revient à environ 30 grammes d'or. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que déjà on voit le rôle que l'État peut jouer dans la monnaie. Car ici, l'État joue un rôle pour déterminer les règles des poids et mesures. En effet, l'État certifie que cette pièce d'or a bien un certain poids. Ce qui est intéressant quand on pense à ça, c'est que si déjà on pense aux seigneurs médiévaux, qui eux-mêmes s'arrogeaient le droit de frapper monnaie, on est déjà plus familier avec l'intervention du souverain dans la monnaie. Et on sait que les seigneurs médiévaux avaient une forte tendance à frapper la monnaie pour une valeur nominale bien plus élevée que sa valeur réelle. Ainsi, une pièce d'or de 2 grammes pouvait être frappée comme représentant une valeur d'une pièce d'or de 4 grammes. Mais si on continue notre évolution de la monnaie au-delà des métaux précieux, on arrive à quelque chose de plus commun et de plus courant aujourd'hui, qui est le billet de banque. Alors le billet de banque, c'est vraiment le bel exemple
du monopole de l'État dans la production de la monnaie. Car, à la différence de la pièce d'or, à la différence du matériau utilisé pour la pièce d'or, le matériau utilisé pour le billet de banque n'est qu'une feuille de papier. La feuille de papier n'a pas de valeur en soi. Ici, c'est le tout nouveau billet qui sortira le 25 novembre. Et c'est un très bel exemple du rôle de l'État, ou en l'occurrence d'une institution supranationale, dans l'encadrement de la monnaie. Car en effet, l'État, ou les institutions européennes dans le cas échéant, ou une combinaison des deux, tout d'abord empêche la contrefaçon de ce billet. Il y a toutes sortes de dispositifs complexes. Ça va de la signature de Mario Draghi en haut à gauche à des dispositifs holographiques plus complexes en bas à droite qui permettent de limiter le risque que quelqu'un puisse imprimer des billets. Mais l'État punit également la contrefaçon. Et la conséquence de tout cela est que l'État est le seul qui détient ce qu'on appelle souvent dans les journaux la planche à billets. Et cela lui permet à son tour de mener quelque chose de plus complexe qui est la politique monétaire. C'est en effet du fait que l'État émet la monnaie et organise des conditions dans lesquelles la monnaie sera créée qu'il peut lui-même contrôler la politique monétaire. Finalement, peut-être plus réaliste, en tout cas de nos jours, il ne faut pas oublier la monnaie scripturale, c'est-à-dire la monnaie inscrite en compte. En effet, aujourd'hui, c'est là que l'essentiel de la monnaie se trouve. Mais là aussi, le droit joue un rôle d'encadrement, car la monnaie scripturale est encadrée par les règles comptables. On ne peut pas écrire n'importe quoi dans ses comptes. On est obligé de se conformer à des règles. Et de la même façon qu'on est obligé de se conformer à des règles, l'État peut à nouveau, en modifiant ces règles, jouer sur les conditions auxquelles on va pouvoir créer ou non de la monnaie. Donc cette brève histoire de la monnaie, ce que je cherche à mettre en évidence par là, c'est le rôle de l'État dans le phénomène monétaire. Et le fait que la valeur de la monnaie est fondamentalement avant tout une convention. Si on prend l'or, comme je le disais, métaux précieux, nous leur reconnaissons une valeur, ce n'est pas nécessairement le cas au milieu de l'Océanie. Si on prend le billet de banque, le billet de banque n'a aucune valeur en tant que tel, c'est uniquement parce que l'État va encadrer les conditions dans lesquelles il va pouvoir être imprimé que le billet de banque aura une certaine valeur, et également parce que l'État va se porter garant de ce billet de banque. Et finalement, dans l'aboutissement total le plus abstrait, la monnaie scripturale, qui n'est même plus une monnaie qu'on peut toucher, qui est une monnaie qui est purement inscrite en compte. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'État joue un rôle très important pour encadrer la rareté. Alors, vous vous demandez peut-être à ce stade pourquoi je vous parle de tout ça, puisque au fond, ma conférence est sur Bitcoin. Et je pense qu'il faut garder ça à l'esprit au moment où on commencera à parler de Bitcoin. La raison est très simple. Bitcoin est une monnaie que l'on peut qualifier de virtuelle, de numérique. En tout cas, c'est une monnaie qui réside sur des ordinateurs. La particularité de ces ordinateurs, comme on le sait tous, c'est que tout peut être copié à l'infini. La reproductibilité des choses est tout à fait infinie, c'est très simple. Donc ce qu'on devra attendre d'une monnaie virtuelle, c'est que l'État, ou en tout cas le droit, encadrerait sa création. Mais le problème, c'est que le droit, il fonctionne par emprise. Et donc, par conséquent, il n'est pas spécialement le plus efficace pour réguler des réseaux non centralisés comme l'Internet. Ainsi, si l'on regarde la régulation de l'Internet, ce qu'on voit, c'est que dans certains cas, les États vont essayer d'exercer des pressions sur certains intermédiaires clés, les fournisseurs d'accès à Internet, les hébergeurs de sites web, mais que les États peinent toujours à appliquer leurs règles à l'encontre de sites Internet qui parfois flottent dans une espèce d'éther dont on ne sait pas très bien où ils se trouvent. Aussi, quand on réfléchit à Bitcoin, qui est une monnaie décentralisée et à laquelle n'importe qui peut contribuer, on se demande comment des règles de droit pourraient effectivement assurer son fonctionnement. Et comment, sans règles de droit, on pourrait organiser la rareté qui ferait de Bitcoin une monnaie. C'est donc le paradoxe. Bitcoin est un exemple de monnaie qui fonctionne sans recours au droit. Et donc la question qu'on peut se poser nécessairement, qu'on se pose immédiatement, c'est comment fonctionne-t-elle? Alors, bon, l'exercice est difficile dans une faculté de droit que de proposer à des juristes de s'aventurer sur le chemin de la technique, mais je pense que c'est nécessaire afin de mieux comprendre comment cette monnaie fonctionne. Car bien souvent, quand l'on se renseigne sur Bitcoin, on reste à la superficie des choses. Et la superficie des choses ne permet pas spécialement de comprendre l'originalité des choses. Alors, un petit détour avant de commencer à parler de Bitcoin, pour comprendre d'où Bitcoin vient. Au début de la création d'Internet, avant qu'Internet soit le réseau qu'il est aujourd'hui, Internet était l'objet de recherches qui étaient menées principalement dans des centres militaires aux États-Unis. Et la considération essentielle pour laquelle les militaires américains cherchaient à créer un nouveau système de réseau est qu'ils étaient bien conscients que lorsqu'ils étaient dans une activité militaire, leur communication était extrêmement vulnérable. En effet, dans une structure militaire classique,
vous avez un point névralgique à partir duquel toutes les commandes viennent. Et si on parvient à supprimer ce point névralgique, les informations ne circulent plus. Et donc, on voit en 1964 Paul Baran, qui travaille pour le RAND aux États-Unis, qui développe une typologie des types de réseaux et qui propose qu'en réalité, les communications se fassent d'une façon qui ne soit plus centralisée, mais plutôt décentralisée, voire distribuée. L'intérêt de ce type de communication, si vous regardez les liens qui sont faits entre les différents nœuds du réseau, c'est que si un nœud du réseau disparaît, l'information continue à circuler. Et c'est exactement le projet de Bitcoin. Bitcoin, quand on lit le premier papier qui a été écrit sur Bitcoin par son créateur ou ses créateurs, puisqu'ils sont anonymes, on ne sait pas très bien de qui il s'agit, Bitcoin est un système électronique peer-to-peer, ce qui veut dire décentralisé ou distribué. On comprendra ce que l'on voudra. Bien, on peut en rester là, dire que Bitcoin, c'est un système de cash décentralisé, mais je pense qu'il est nécessaire de s'intéresser un peu plus à la façon dont Bitcoin fonctionne. Car au cœur de Bitcoin, il y a une réelle innovation technologique. Il y a une réelle invention et la solution d'un problème qui n'avait pas été solutionné auparavant. Donc Bitcoin est une monnaie, et c'est une monnaie qui s'apparente très fort à une monnaie scripturale en réalité, puisque ce sont des comptes inscrits quelque part sur des ordinateurs. Et donc, si l'on réfléchit à la façon dont Bitcoin pourrait fonctionner, on imaginerait un livre de comptes tout à fait classique, et on imaginerait que les personnes qui détiennent des biens dans ces livres de comptes puissent insérer des transactions et effectuer des transactions. Donc, dans le premier exemple, vous voyez Henri qui effectue une transaction pour 50 à destination de Paul, et sur la droite, vous voyez la table des transactions, la table des comptes mise à jour, où Paul a 150 et Henri n'a plus que 50. Et en fait, tout cela, on pourrait le faire par email, fondamentalement. On pourrait se mettre d'accord d'avoir un groupe d'emails, d'envoyer les transactions par email, et puis simplement que chaque personne inscrive en compte la mise à jour de ses comptes. Mais il y a deux problèmes avec cette technique. La première, c'est que faire lorsqu'il y a des ordres contradictoires. La deuxième, c'est que cette technique suppose aussi que l'information circule de façon parfaite, que si j'envoie un email pour effectuer une transaction, non seulement tout le monde recevra la demande de transaction, mais également tout le monde l'inscrira en compte. Et donc le problème, c'est que si je faisais ça par email, il y aurait un risque que Henri envoie simultanément deux transactions, qui par elles-mêmes pourraient tout à fait être acceptées par le système. Si Henri cherche à verser 50 à Paul et 100 à Jean, il peut soit verser 50 à Paul, soit verser 100 à Jean, mais il ne peut pas faire les deux, puisqu'il n'a que 100 en crédit. Et donc, le problème, c'est qu'il faut trouver une façon de s'assurer que les gens ne puissent pas insérer deux transactions qui puissent être contradictoires, et une façon de s'assurer que ces livres de compte soient homogènes, uniformes et partout identiques. Car, pour vous rappeler la façon dont Bitcoin fonctionne, Bitcoin est un réseau décentralisé. Il n'y a pas une personne au centre qui donne les instructions sur l'état du livre de compte. Bien plutôt, il s'agit en réalité d'un ensemble d'ordinateurs connectés au réseau qui tiennent les comptes. Donc voici un simple schéma qui montre de façon très sommaire la façon dont Bitcoin fonctionne. Les utilisateurs envoient des transactions. Ces transactions arrivent dans un réseau, qui sont en fait un grand nombre d'ordinateurs, situés n'importe où sur la planète, connectés entre eux par Internet. Et ces ordinateurs vont chercher à inclure ces transactions dans des blocs. Et ces blocs vont donc simplement être le livre de compte qui va évoluer au fil du temps. Chaque nouvelle transaction sera insérée dans un bloc, et le bloc sera rediffusé à l'ensemble du réseau, de sorte que chaque ordinateur sur le réseau est le bloc le plus récent à chaque moment. Le problème, c'est bien bon en théorie, mais on ne résout toujours pas le problème technique. Comment coordonne-t-on tout ça? Pour comprendre ça, il faut s'intéresser à une technique qui repose sur la cryptographie, mais qui n'a absolument rien à voir avec les messages secrets. C'est une technique qui s'appelle le hachage. Le hachage est en réalité une opération mathématique par laquelle on peut prendre une chaîne de caractères et la convertir en une autre chaîne de caractères. Donc ici, j'ai pris Perelman, j'ai utilisé un mécanisme de hachage tout à fait traditionnel, et je reçois cette chaîne de texte qui est absolument incompréhensible. Alors jusqu'ici, on ne voit pas très bien l'intérêt que cela présente. Mais continuons. Imaginons qu'on ajoute une lettre à Perelman. Si j'ajoute un C à la fin de Perelman et que j'effectue exactement la même fonction de hachage, la chaîne de texte qui me revient est complètement différente. Alors, cela a un intérêt majeur, n'est-ce pas? Puisque cela veut dire que la chaîne de hachage me permet immédiatement de savoir si le message a changé ou non. Si je continue à ajouter des lettres à la fin de Perelman, ou si simplement je change la lettre que j'ajoute, je obtiens encore une fois
une chaîne de caractères complètement différente. Alors, ce type d'opération est très rapide, ça prend environ 1 seconde sur un ordinateur moderne, même pas 1 seconde, c'est une fraction de seconde. Et si à ce stade-ci de ma discussion, vous êtes occupé à vous demander à quoi tout cela peut bien servir, je vais vous donner un exemple très concret. Ce que vous voyez à gauche, c'est une page du traité de droit civil d'Henri Lepage. Si vous prenez... Oui, j'ai fait usage du travail que j'avais fait à l'époque, où je m'étais amusé à numériser l'entièreté du traité de droit civil, qui fait donc 13 000 pages. C'est ce que j'avais appris en les numérisant. Une fois que j'ai eu fini de les numériser, j'ai pu compter les signes, non pas à la main, mais grâce à mon ordinateur, et donc ça fait environ 30 millions de signes. Imaginons maintenant que je veuille envoyer le traité d'Henri Lepage par Internet à un de mes amis, parce qu'il est passionné de droit civil belge et qu'il a vraiment envie de lire le traité d'Henri Lepage à l'étranger. Bien, le problème, c'est que si je lui envoie tout mon fichier, mon ami va le recevoir, mais la connexion entre mon ordinateur et le sien n'est pas spécialement bonne. Il est possible que certaines pages manquent, il est possible que certaines pages soient perdues. Et donc, avant de lui envoyer ce traité de droit civil, je vais le hacher et obtenir une courte chaîne de caractères que je peux lui envoyer avec le fichier que je souhaite lui envoyer. Et l'intérêt est tout de suite évident. Imaginons qu'il manque un paragraphe. Imaginons que les considérations finales qui se trouvent à la fin de cette page manquent. Lorsque mon ami recevra le fichier, il pourra lui-même faire un hachage également et constater que le résultat qu'il a n'est pas le même que celui que je lui avais envoyé. Cela est une opération que votre ordinateur fait à chaque instant, lorsque par exemple vous regardez une vidéo sur Internet. Le serveur sur lequel vous vous connectez pour regarder la vidéo vous envoie des segments de vidéo et un hachage. Et à chaque instant, votre ordinateur vérifie que le segment de vidéo reçu correspond bien au hachage donné par le serveur. Revenons-en à Bitcoin. J'ai donc Perlman, je rajoute des lettres à la fin, c'est très amusant. Mais je peux continuer à jouer à ajouter des lettres. Et si par exemple je rajoute un L à la fin de Perlman, je vois que je peux avoir un 0 au début de ma chaîne de hachage. Cela, je ne peux pas le prévoir. Je dois essayer. Je dois rajouter une lettre différente à chaque fois. Et si je continue à rajouter des lettres, si je rajoute 2 lettres, AA, AB, AC, et que je continue à essayer, et ainsi de suite, il y a un moment où je vais me rendre compte que je peux obtenir 2 zéros au début de ma chaîne de caractères. Alors c'est une opération qui, sur un ordinateur moderne, prend relativement peu de temps. Je peux ordonner à mon ordinateur de simplement continuer à ajouter des lettres à la fin du mot Perlman, jusqu'à quand j'obtiens un hachage qui contienne un nombre de zéros qui me plaise. Et je peux rendre les choses beaucoup plus complexes, comme je l'ai fait cette nuit. C'est un ordinateur de travail, sur lequel je ne devrais pas faire ça, parce que mon employeur sera probablement très peu content avec ça. Mais je l'ai donc laissé tourner 12 heures pour obtenir une chaîne de caractères qui commence par 9 zéros. Donc j'ai continué à rajouter des lettres. Bon, je ne l'ai pas fait manuellement, je vous prie de croire que j'ai écrit un programme qui le faisait pour moi. Continuer à ajouter des lettres jusqu'à quand j'ai pu obtenir une chaîne de 9 zéros. Au plus de zéros je souhaite obtenir, au plus de combinaisons je vais devoir essayer, puisqu'il y a une dimension aléatoire dans ce type d'entreprise, et je vais devoir continuer à essayer un grand nombre de lettres en plus après le mot que j'ai au départ. Ici, le temps de calcul total que cela m'a pris, c'est 12 heures. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il est possible, avec les fonctions de hachage, d'avoir une contrainte qui va demander énormément de temps. Donc, un point que j'ai oublié, cela m'a pris énormément de temps à faire. Mais si vous prenez cette chaîne de caractères, Perlman suivi de ces lettres incompréhensibles, et que vous faites le hachage, vous pourrez vérifier qu'il y a bien 9 zéros au début du résultat. Et c'est exactement la façon dont Bitcoin fonctionne. La façon dont Bitcoin fonctionne, c'est que les transactions sont organisées par blocs. Et ces blocs sont ensuite hachés, ce qui prend 1 seconde. Et on obtient une chaîne de caractères aléatoire. Mais ce que le code de Bitcoin oblige, c'est que les ordinateurs, lorsqu'ils sont occupés à hacher ces codes, doivent obtenir un certain nombre de zéros au début du résultat. Et donc, ils vont devoir rajouter une information aléatoire, de la même façon que je rajoutais des lettres à la fin de Perlman, dans leur bloc, et en continuant à hacher cette information continuellement, obtenir un certain nombre de zéros. Donc je prends des transactions qui me sont envoyées dans le réseau, je rajoute des lettres au hasard, et j'obtiens un hash qui commence par un certain nombre de zéros. Cette opération dans le système Bitcoin prend 15 minutes. C'est-à-dire que statistiquement, si tout le réseau fonctionne pendant 15 minutes, il y a une probabilité très élevée qu'un ordinateur trouve la réponse en 15 minutes. Un ordinateur du réseau. Et que va faire cet ordinateur à partir du moment où il trouve la réponse? Il va l'envoyer à tous les autres. Reprenons dès le début pour être bien sûr d'avoir tout compris. Les utilisateurs envoient des transactions. Les transactions sont mises dans des blocs. Et ensuite, tous les ordinateurs du réseau essayent de trouver un bloc avec une suite de caractères aléatoires à la fin, dont le hachage contient un certain nombre de zéros. Dès qu'un ordinateur a fait cela, il le transmet au reste du réseau. Quel est l'effet de ça?
Si un ordinateur est occupé à travailler, qui n'a pas encore trouvé la réponse et qui voit la réponse arriver, il va simplement adopter ce qui lui a été envoyé, adopter le nouveau bloc et simplement commencer à travailler sur le bloc suivant. Donc pour le premier bloc, ça met 15 minutes. Au bout de 15 minutes, un ordinateur va trouver une solution et l'envoyer aux autres. Et ce qu'on sait, c'est que ce bloc aura pris 15 minutes à faire. Pour le second bloc, par contre, on va inclure une référence au premier bloc. Si vous regardez le dessin, la représentation que je fais du bloc numéro 2, il y a dedans le hachage du bloc numéro 1. Et les ordinateurs vont à nouveau commencer cette recherche. Et de nouveau chercher à trouver un hash qui contienne un nombre suffisant de zéros. Cette opération prend également 15 minutes. Mais elle prend 15 minutes, mais elle ne peut être faite que par référence au premier bloc. Ce qui veut dire qu'il serait impossible de faire le bloc 2 avant de faire le bloc numéro 1. Par conséquent, lorsque je reçois le bloc 2, je sais qu'il représente en lui-même 15 minutes de travail, mais que puisqu'il y a une référence au bloc 1 qui lui-même représente 15 minutes de travail, l'ensemble fait une trentaine de minutes de travail. Vous pouvez imaginer ça simplement comme des poupées russes. L'une se réfère à l'autre et ainsi de suite. Et lorsque l'on continue, on peut avoir un bloc, 2 blocs, 3 blocs et ainsi de suite. Si on a 3 blocs, le temps de calcul total est de 45 minutes. C'est ce qu'on appelle le block chain. Le chain, parce que chaque bloc se réfère au précédent. À ce stade, si j'ai 3 blocs, que cela a mis 45 minutes au réseau Bitcoin de trouver ces 3 blocs, cela veut dire que si je souhaite recréer ces 3 blocs, par exemple si je souhaite modifier une seule des transactions et que je souhaite recréer les 3 blocs, cela me prendra 45 minutes. Car rappelez-vous la façon dont les fonctions de hachage fonctionnent. Si l'on modifie une seule ligne d'une transaction, si l'on essaie de voler de l'argent à quelqu'un, en d'autres mots, l'ensemble du hash sera différent. Et donc, il faudra refaire toute la suite de blocs qui avait déjà été exécutée. Alors, en pratique, qu'est-ce que cela représente? Bien, si on regarde le réseau Bitcoin sur les 2 dernières années, la puissance totale du réseau a en moyenne été de 500 hexaflops. 500 hexaflops, c'est 500 milliards d'opérations par seconde. Alors, c'est un grand nombre, c'est très impressionnant, mais les grands nombres très impressionnants ne révèlent pas grand-chose de la réalité. Alors, pour vous donner une idée de ce que cela représente en termes d'investissement financier, ceci est un ordinateur spécialisé qui sert à faire marcher le réseau Bitcoin. Sa valeur est de 400 €. Pour obtenir 500 hexaflops, il nous faudrait 400 000 unités de cet ordinateur, ce qui veut dire qu'il faudrait faire un investissement total de 161 millions d'euros juste pour acquérir les ordinateurs qui auraient cette puissance de calcul. Après, il y aura un grand nombre de frais opérationnels, le premier d'entre eux étant à l'évidence l'électricité. Ce que cela veut dire, c'est que si je souhaite maintenant modifier le dernier bloc Bitcoin, celui qui a été fait dans les 15 dernières minutes, je dois investir 161 millions d'euros, voire en réalité plus que 161 millions d'euros, et parvenir à faire un nouveau bloc que je vais diffuser au réseau. On comprend bien que c'est très difficile en pratique. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est impossible, mais même pour des États très bien dotés, ça reste un investissement considérable, et surtout un investissement qui, s'il était fait, devrait être fait de façon publique. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait espérer. Alors tout cela est bien beau, tout cela peut nous expliquer comment le système Bitcoin maintient son intégrité, mais cela coûte de l'argent. Alors on peut se poser une question, quel est l'incitant? Pourquoi est-ce que les gens qui ont des ordinateurs connectés au réseau Bitcoin achètent ces ordinateurs très onéreux et les font fonctionner? Bien, la raison, on la trouve dans la structure des blocs. Lorsqu'un ordinateur travaille sur un bloc Bitcoin, il a le droit d'insérer une transaction supplémentaire dedans. Et c'est une transaction par laquelle il crée des Bitcoins. Il crée des Bitcoins et il peut choisir de les attribuer à qui il l'entend. Dans la plupart des cas, à l'évidence, ce sera au propriétaire de l'ordinateur en question. Et au tout début de Bitcoin, lorsqu'une personne avait un ordinateur qui trouvait la solution à un de ses problèmes de hachage, elle pouvait s'attribuer une somme de 50 Bitcoins. Par convention, dans le code de Bitcoin, cette somme est appelée à diminuer de moitié, à intervalles réguliers. Et cela amène au graphique que vous avez peut-être vu par ailleurs, au terme de graphique qui représente le rythme de la création monétaire dans Bitcoin. Pour les premières années de Bitcoin, 50 Bitcoins par bloc, et ensuite 25 Bitcoins par bloc, ensuite 12,5 Bitcoins par bloc, et ainsi de suite, jusqu'en 2033, où le nombre total de Bitcoin atteindra 21 millions, et stagnera à ce stade-là. Alors, ça c'est une monnaie déflationniste. Peut-être que M. Coleman aura des choses à nous dire dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la structure de la création monétaire dans Bitcoin est un choix qui a été fait par les créateurs de Bitcoin au tout début de la création du code.
Parce qu'ils ont décidé que plutôt que de rester à 50 bitcoins, la création monétaire diminuerait de moitié en moitié à un rythme régulier. Mais rien n'empêche de reprendre le code de Bitcoin et de créer une nouvelle monnaie qui créerait de la monnaie, créer une nouvelle monnaie dont le rythme de création serait différent. Par exemple, chaque année, un certain nombre de bitcoins fixes, ou bien un rythme de création qui dépendrait de variables extérieures au système. Ce que cela veut dire, c'est qu'il est possible d'inclure dans le code des règles de politique monétaire, puisque cette règle selon laquelle ces 50 bitcoins sont divisés 2 par 2 à intervalles réguliers n'est rien d'autre qu'une règle de politique monétaire. Et donc, conceptuellement, il est possible de créer des monnaies inflationnistes, déflationnistes, ou des monnaies qui garderaient une masse monétaire stable au cours du temps. Alors, quels enseignements pour le juriste? Qu'est-ce que cela signifie pour le juriste? Bien, la première chose que cela signifie, c'est que si du code peut créer une politique monétaire, c'est que le code, dans une certaine mesure, est une norme. Ici, ce n'est pas la Banque centrale européenne qui régit les règles de création de Bitcoin, c'est le code qui a été inclus dans le programme Bitcoin à un certain point et qu'un certain nombre de personnes ont décidé d'utiliser. Mais il y a d'autres monnaies que Bitcoin qui portent d'autres noms et des gens qui les utilisent pour d'autres utilisations. Bitcoin est la plus connue pour toute une série de raisons. Certaines d'entre elles tiennent au fait qu'il y a eu une énorme bulle, une bulle financière sur Bitcoin qui a fait que beaucoup de gens se sont enrichis et que cela a attiré énormément d'attention. Mais il y a d'autres monnaies qui peuvent fonctionner et qui ne devraient pas nécessairement être déflationnistes. L'autre chose à laquelle le juriste devrait faire attention, c'est que Bitcoin est un bel exemple de décentralisation et d'automatisme. Car le système Bitcoin fonctionne de façon totalement automatique. On ne doit pas se fier à un tiers pour qu'il inscrive en compte des transactions. C'est les ordinateurs qui le font de façon tout à fait automatique. Cela crée de la confiance, cela crée une diminution du risque de litige. Et donc, puisqu'il y a moins de risque de litige lorsqu'on fait une transaction sur Bitcoin, les coûts de transaction sont amenés à diminuer. Ce qui veut dire que Bitcoin est une monnaie qui peut potentiellement être utilisée pour faire des petites transactions à l'échelle internationale. J'habite à l'étranger. Lorsque j'essaie de faire des versements en euros depuis mon compte belge jusqu'à mon compte américain, je paye des frais de change, je paye des frais de versement à chacune des banques, tant ma banque belge que ma banque américaine. Si je souhaite m'envoyer 10 euros de mon compte belge vers mon compte américain, c'est totalement impossible. Bitcoin me donne une solution simple pour le faire. Et finalement, il y a d'autres applications de cela. Car si Bitcoin crée de la rareté dans un monde où il n'y a pas de rareté, c'est-à-dire le monde informatique, ça veut dire qu'il est possible d'imaginer que Bitcoin puisse servir à authentifier certaines choses, à marquer dans un point dans le temps qu'un événement donné s'est passé. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons que je sois musicien et que je me soucie de prouver que j'ai composé une musique à un certain moment donné dans le temps. Eh bien, je peux enregistrer cette musique, ensuite la copier dans le système Bitcoin, l'envoyer à ce réseau décentralisé sur lequel personne n'a de contrôle, et n'importe qui pourra vérifier dans le futur que ma musique a été envoyée à un moment donné dans le temps, qu'elle a été peut-être associée à mon nom, et que donc j'en suis bien l'inventeur légitime. Mais cela a d'autres implications également, car l'exemple que je vous ai montré avec Bitcoin, c'est l'exemple d'une simple transaction par laquelle une personne verse de l'argent à une autre. Mais Bitcoin permet également de faire des transactions plus complexes, par exemple des transactions avec des mécanismes de garantie, transactions au terme desquelles je verse une somme d'argent à quelqu'un, et si un événement se réalise dans le futur, je récupère cette somme d'argent. Aucune des deux parties n'a la possibilité de mettre la main sur la somme d'argent tant que l'événement futur ne s'est pas passé. Cela est très intéressant si l'on souhaite faire des garanties internationales. Imaginons par exemple que l'événement dans le futur soit l'arrivée d'un bateau à bon port. Je fais une livraison de la Chine vers la Belgique par bateau, et je paye la livraison par Bitcoin, et la somme d'argent qui doit être payée à mon correspondant chinois ne sera libérée qu'à partir du moment où les coordonnées GPS du bateau seront dans un certain périmètre autour de l'endroit où je souhaite que le bateau arrive. Cela ouvre des perspectives intéressantes, dans le détail desquelles je ne rentrerai pas trop, ne serait-ce parce que je pense que vous avez une conférence sur le sujet la semaine prochaine, et je m'empresse donc de laisser la parole à M. Coleman. Voilà, merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci Benoît, merci de cet exposé très intéressant.
Et pour vous prouver, en tout cas pour illustrer le caractère aigu en termes d'intérêt de la matière, le dernier numéro de The Economist est consacré au Bitcoin et à cette technologie qui s'appelle le blockchain, qui est en fait en train de révolutionner le monde bancaire. Parce qu'en fait, comme vous l'avez dit très, très justement tout à l'heure, ça permet d'identifier de manière bijective des transactions en termes mathématiques, et toute la profession bancaire va en être métamorphosée. Ça permettra par exemple de mettre en œuvre des paiements de personne à personne sans plus passer par une banque, ou en tout cas de confiner les banques à un rôle de caisse de compensation. Et toute une série de métiers vont disparaître à cause de ça, comme par exemple le notariat. Parce que le notariat concerne en fait l'identification des biens et des personnes, et bien probablement un jour que le Bitcoin, au travers le blockchain par la technologie Bitcoin, permettra d'identifier des biens et des personnes sans plus passer par des processus traditionnels. Donc c'est une révolution qui est en marche. Et donc il y avait autre chose que le Bitcoin. Et finalement, je m'étais étonné quand j'étais au fait de savoir pourquoi tant d'études y avaient été consacrées. Parce que finalement, c'est une monnaie accessoire. Il y a une trentaine de monnaies parallèles en Europe. Et c'est pour ça. C'est parce que quelque chose d'innovant a été inventé grâce au Bitcoin. Donc ça vaut la peine de lire ce dossier du The Economist. Mais on est au XXIe siècle et moi je vais revenir aux 4 millénaires avant Jésus-Christ. Parce que j'essaye depuis des années de comprendre le phénomène monétaire, et plus je cherche, moins je trouve. Et chaque fois que j'ai l'impression d'avoir trouvé de quoi il s'agissait, ça m'échappe. Comme si j'essayais d'attraper le vent avec mes mains. Et en tout cas, j'ai acquis une conviction, c'est qu'il doit y avoir de loin en loin une juxtaposition entre les phénomènes de divinité, les mesures de temps et les monnaies. Et vous avez posé la question de savoir tout à l'heure, mais quelle était la signification de la monnaie pour un juriste. Pour un économiste, c'est beaucoup plus clair, c'est un avertissement. Et je vais y revenir dans quelques minutes. D'abord, l'origine de la monnaie. On ne sait pas quand les premières monnaies sont nées. Il semblerait qu'il y ait eu, quand le commerce s'est développé et que donc de manière spatio-temporelle le troc n'a plus suffi, la nécessité d'avoir un instrument de mesure, un signe reconnaissable qui permette d'étendre le champ de l'échange dans le temps et dans l'espace. Mais il semble aussi que les monnaies se soient développées avec la désertification de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire au moment où les peuplades ont dû quitter les zones qui devenaient désertiques pour aller vers la Mésopotamie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces peuplades avaient des zones, on va dire, de commerce assez stables et des divinités qui étaient tout autant stables, à savoir une montagne, un fleuve d'eau, un positionnement astral. Quand ces peuplades ont dû se déplacer, d'abord elles se sont battues, mais elles ont dû échanger et donc trouver un moyen d'échange qui a dû être reconnu par les peuplades avec lesquelles elles essayaient de faire du commerce plutôt que de se battre. Et en même temps, le concept de divinité abstraite s'est développé parce que tant qu'on reste géographiquement stable, on peut imaginer des divinités qui le soient tout autant. Elles sont géographiques. Mais si on se promène dans l'espace, on doit bien sûr avoir des référents qui soient de nature différente. Et donc, le phénomène d'adhésion collective à une monnaie doit relever, ou en tout cas doit être juxtaposé sans doute avec le fait d'adhérer à une divinité qu'on a créée par un choix sociologique. Et donc les premières monnaies ont sans doute été spontanées. Leur monopole d'exploitation a été ensuite capturé par les États qui en ont imposé, on va dire, la frappe régalienne, mais c'est sans doute ça l'origine de la monnaie. D'ailleurs, une religion ne subsiste que pour autant qu'il y ait des adeptes, mais une monnaie ne vit que pour autant que les gens y croient. Parce qu'aujourd'hui, et vous y avez fait référence tout à l'heure, la monnaie n'est plus valeur, mais n'est plus que représentation de la valeur. Quand j'ai un billet de 5 €, mais ça ne vaut rien a priori. Ça ne vaut qu'au moment où je peux l'échanger contre quelque chose qui va me fournir des biens ou des services qui valent 5 €. Donc ça, c'est l'origine de la monnaie. Donc je crois qu'il doit y avoir une similitude de comportement, on appelle ça un artefact, entre la divinité et la monnaie. Le mot monnaie a une origine très particulière. Ça vient apparemment de Junon Moneta, qui était en fait chez les Romains l'archétype de la déesse cosmique, de la déesse de la divinité. Junon Moneta était la déesse qui avait elle aurait averti les Romains d'un tremblement de terre, et c'est à l'endroit du temple de Junon Moneta que se trouvaient les oies du Capitole qui ont prévenu de l'invasion des Gaulois. Et en fait, c'est dans le temple de Junon Moneta qu'on a commencé à frapper les premières pièces. Et donc, le mot monnaie vient de cette divinité. Et donc, on retrouve de nouveau un rapport entre la divinité, la déesse cosmique de la prospérité, de la fécondité, parce que la monnaie est en fait un flux qui s'autogénère, et le fait de voir cette monnaie représentée par un symbole humain
qui est la frappe qui a été qualifiée après de régalienne. C'est intéressant de nouveau de faire ce parallèle parce que la monnaie existe à la fois sous forme de flux et de stock. C'est très particulier et c'est ça qui rend le concept quasiment insaisissable. En fait, la monnaie est incontestablement un stock. Donc si à un moment je prends une photo de tous les actifs monétaires de la zone euro, par exemple, je pourrais compter le nombre d'euros qui sont possédés ou dus par chacun des citoyens. Et donc la monnaie est un stock. Au demeurant, les banques centrales fabriquent un stock de monnaie. Elles impriment de la monnaie en réescomptant des dettes, en mettant en œuvre différentes politiques monétaires. Mais en vérité, la monnaie est en même temps un flux. Parce que la monnaie se crée par le circuit bancaire. Et selon l'adage de Thomas Grisham, qui est l'homme qui avait d'ailleurs créé la Bourse de Londres, que loans make deposits. Pour donner un loan, un prêt à quelqu'un, j'ai besoin d'un dépôt pour le financer. Et donc, je crée une pompe aspirante qui crée un flux monétaire. Donc, le flux monétaire génère la monnaie, tandis que le stock l'alimente. Donc, c'est extrêmement particulier. Donc, 3 éléments d'abord. Donc, cette origine de la monnaie avec ses divinités, cet avertissement, et puis cette notion insaisissable d'avoir un flux qui est égal à un stock, c'est extrêmement compliqué. Je fais une petite parenthèse. D'ailleurs, on se rend compte maintenant que suite à la viscosité des circuits bancaires, on sait que l'argent ne circule pas assez, que la vélocité de la monnaie n'est pas forte, parce que la crise économique ne crée pas d'attirance pour l'investissement. Ce sont les banques centrales qui doivent compenser cette viscosité du flux monétaire par une augmentation du stock monétaire. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on voit que les banques centrales, un peu partout dans le monde, impriment de la monnaie pour compenser cette espèce d'osmose qui ne se fait pas dans le domaine bancaire. Alors, je disais que la monnaie est un avertissement, et j'aurais tendance à vouloir utiliser les termes de Marx, qui disait que la dette publique, comme la monnaie, est un capital fictif. Parce qu'en réalité, quand on y réfléchit, de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'une représentation symbolique. 60 000 monnaies nous ont précédés. Et c'était effectivement des coqs, vous avez montré, ou des poules, enfin, des bœufs, de cuivre, de l'or, des coquillages, un peu, enfin, toutes sortes de choses. Et donc, la monnaie, c'est la représentation, c'est une certaine représentation étatico-sociale. C'est-à-dire que c'est une formulation sociologique dont l'agencement est capturé par un pouvoir supérieur, au sens peut-être de Hegel par exemple, et qui conduit à imposer une norme sociale, une norme politique, qui s'appelle la monnaie, et qui permet de stabiliser les échanges dans le temps et dans l'espace, et surtout d'assurer une hiérarchie sociale. Parce que la personne qui a plus de monnaie est normalement plus puissante que la personne qui en a moins. Et c'est à cet égard-là que la monnaie est un capital fictif. La monnaie n'a de pérennité que l'ordre social qui est imposé par l'État. En 17, la révolution bolchevique a conduit à la réputation, vous savez, des emprunts russes. Toute révolution peut conduire à précariser la monnaie, et donc la monnaie reste dans un état éphémère, dans un état qui est par essence inabouti, puisque cette monnaie dépend de l'évolution, de l'agencement politique, social, sociologique qu'une société va alimenter. Et là aussi, ça fait intervenir un élément de fragilité, parce que se dire que la monnaie est à la fois un stock et un flux, mais qu'en plus que ce stock et ce flux sont contingents à une certaine formulation de l'État, ça commence à devenir assez compliqué. Vous avez dit tout à l'heure que les États géraient la rareté de la monnaie. Moi, j'adopterais une attitude un peu différente. Je pense que les États veulent capturer la frappe de la monnaie, on parle de droit régalien, d'ailleurs de patrimoine, puisque la monnaie reflète cet agencement sociopolitique que les États veulent imposer. Et les États ne supportent donc pas de devoir s'endetter ou de devoir lever l'impôt dans une monnaie qui est différente que celle qu'ils imposent. Il est donc normal qu'il y ait une juxtaposition entre les instruments dont l'État tire profit pour se financer ou se refinancer. Mais ce n'est pas une question de rareté, c'est plutôt une question de monopole. Parce qu'un État peut décider aussi de créer l'abondance de sa monnaie
quand, par exemple, l'État succombe sous sa propre dette. Si un État est trop endetté et que donc il n'arrive pas à imposer aux débiteurs, c'est-à-dire en fait aux travailleurs, puisque in fine une dette est refinancée par le travail et pas par le capital, si l'État n'arrive pas à imposer une extraction de valeur du travail de sa population, l'État va précariser sa propre dette en rendant la monnaie trop abondante, c'est-à-dire en disqualifiant la valeur du signe de la dette, en diminuant simplement le pouvoir d'achat. Ça s'appelle de l'inflation, ça s'appelle parfois de l'hyperinflation, comme en 1923 en Allemagne ou actuellement au Zimbabwe. Donc ce n'est pas tellement la rareté, ça peut être l'abondance, c'est la quantité qui est importante. C'est la quantité qui est importante, sachant que l'État, je crois, essaie de garder un équilibre entre sa capacité ou sa crédibilité d'endettement, sa capacité d'extraire une valeur du travail futur pour assimiler cet endettement et la valeur de la monnaie. Donc je répète, un État qui est trop endetté va en fait se noyer, se saborder sous une impression monétaire qui va disqualifier sa propre monnaie. C'est d'ailleurs un des problèmes qu'on voit maintenant dans la zone euro. On a des pays qui ont des degrés d'endettement très différents. Certains sont beaucoup trop endettés, d'autres pas, comme la Grèce par exemple, ou la Wallonie, qui est autant endettée que la Grèce si on limite son endettement à ce qu'elle représente géographiquement. Eh bien, si nous avions pu avoir le franc belge, nous aurions sans doute imprimé de la monnaie pour appauvrir le rentier et donc éviter que le travail futur soit utilisé pour alimenter le signe monétaire du capital du rentier. Ce n'est pas possible dans la zone euro, on a perdu ce privilège de battre monnaie, maintenant c'est un privilège qui est centralisé, et donc certains pays vont à un moment succomber sur leur endettement, c'était le cas déjà de la Grèce, parce que l'arme monétaire ne pouvant pas être utilisée, c'est en fait l'abattement de dette, qui est en fait une fracturation de la monnaie qui va s'y substituer. Donc ce n'est pas tellement une question de rareté, une question de monopole. Et le danger, c'est finalement pour un État de perdre le monopole d'émission, parce qu'il perd alors son dernier attribut de pouvoir équilibrer ses propres finances publiques. Et quand on parle de rareté et d'abondance, il faut savoir que la monnaie a fondamentalement deux fonctions. Elle a beaucoup de fonctions, mais il y en a deux qui sont essentielles. C'est une fonction de thésaurisation et une fonction d'échange. C'est-à-dire que, et finalement, la thésaurisation, c'est simplement un arbitrage entre la consommation actuelle et la consommation future. Si une monnaie ne pouvait être que thésaurisée et pas utilisée à des motifs de transaction, elle ne serait pas monnaie, parce que son utilité en serait confinée à l'épargne. C'est le cas de l'or maintenant. On ne peut pas payer une voiture avec une pièce d'or. Le seul État développé que je connais qui est autorisé depuis 2-3 ans à utiliser l'or comme moyen de transaction, c'est l'État de Utah, aux États-Unis. Et si une monnaie ne pouvait pas être thésaurisée, mais devait être immédiatement consommée, elle brûlerait les doigts, puisqu'elle perdrait de la valeur ne pouvant pas être thésaurisée, et donc elle conduirait à une chaîne d'échange frénétique, instantanée, qui s'assimile à l'hyperinflation. Puisqu'en fait, on doit absolument se débarrasser du billet qu'on ne peut pas thésauriser. Et donc, toute la difficulté dans la gestion monétaire, sachant que donc, les États ont capturé ce monopole d'impression ou d'émission monétaire, c'est de trouver un équilibre entre la crédibilité de la thésaurisation et l'immédiateté de la consommation. C'est ça l'histoire. Quand on a une monnaie trop forte, on l'épargne, on ne consomme pas, on est en déflation. C'est la situation actuelle. Et donc, on imprime aujourd'hui un stock de monnaie pour disqualifier la valeur de la monnaie thésaurisée, en espérant qu'à un moment, l'inflation fasse comprendre aux gens que thésauriser ne sert à rien. Si par contre, on a une monnaie dont le gradient va plutôt vers la consommation, parce qu'on en imprime trop, c'est de l'inflation, et donc ce n'est pas bon non plus. Et donc toute la difficulté, c'est de trouver cet équilibre entre un stock, un flux, une capture régalienne, et le taux d'inflation qui sera acceptable pour une population, qui lui permettra d'arbitrer la consommation immédiate et la consommation future. Donc un taux d'intérêt, par exemple, trop important conduira à thésauriser et à ne pas consommer, c'est la déflation. Un taux d'intérêt qui est trop bas conduit à consommer normalement et pas à thésauriser. Je fais de nouveau une deuxième remarque qui se réfère à l'actualité contemporaine. Aujourd'hui,
on crée de la monnaie. Malheureusement, cette monnaie ne circule pas parce que la demande agrégée, comme on l'appelle en économie, n'attire pas la consommation et l'investissement. Et donc l'impression monétaire conduite par des circuits dont je vous ai épargné les arcanes, conduit à imposer des taux d'intérêt négatifs, ce qui revient au même que d'imposer de l'inflation à la monnaie. Parce que si on met son argent sur un compte en banque et qu'il y a un taux d'intérêt négatif, normalement, on devrait se dire qu'il vaut mieux consommer l'argent plutôt que de le thésauriser. Et donc, ça devrait normalement conduire à de l'inflation plutôt qu'à de la thésaurisation. Donc, vous voyez, c'est extrêmement compliqué parce qu'en plus, il y a des facteurs sociologiques là derrière. On a beau avoir des taux d'intérêt négatifs, voire nuls, on continue à épargner. Donc, c'est très, très, très compliqué. Et c'est pour ça que je n'arrive pas, et que personne n'est jamais arrivé d'ailleurs, à bien comprendre le phénomène monétaire et encore moins à modéliser la quantité de monnaie qui est nécessaire pour faire circuler une économie, pour faire marcher une économie. On sait que la monnaie doit être de loin en loin liée à la démographie, ça tombe sous le sens, et à la productivité, c'est-à-dire au taux de croissance réel de l'économie, mais on n'arrive pas à conceptualiser sous forme d'équation ces éléments. Et si on était capable de le faire, en intégrant un facteur sociologique, on serait sans doute capable de faire tourner une économie de manière optimale, mais on n'y arrive pas. D'autant plus que parfois les données se contredisent. Quand on crée de la monnaie, parfois les agents économiques contrarient cette création monétaire par une baisse de circulation et inversement. Donc c'est un peu compliqué. Et je voudrais terminer cet exposé en... Alors voilà, le seul type, je crois, qui avait essayé de théoriser tout ça, et qui est en fait à l'origine des monnaies parallèles, parce que la plupart des monnaies parallèles qui circulent dans la zone euro hors Bitcoin s'inspirent de sa théorie, c'est un certain Silvio Gesell. Et son histoire est assez étonnante, c'est un type qui était un peu farfelu. Il était à la fois franco-allemand parce qu'il habitait à Saint-Vith, lorsque Saint-Vith était encore en Allemagne, avant que les cantons soient rédimés après le traité de Versailles. C'est le seul économiste d'ailleurs étranger auquel Keynes a consacré plusieurs pages dans sa théorie générale. Et en fait, le type s'était dit que pour créer une économie qui fonctionne de manière optimale en termes monétaires et donc qui soit caractérisée par le fait que les agents économiques puissent comprendre le rythme de précarisation de la monnaie, c'est-à-dire le taux d'inflation qui permet d'intégrer par anticipation l'arbitrage entre la consommation immédiate et la consommation future, il s'était dit qu'on devrait imprimer des billets qui auraient perdu leur valeur à intervalles réguliers. Et lui avait imaginé, de manière mathématiquement simple, qu'un billet devrait perdre 10 centimes de % chaque semaine, à manière telle qu'après une année, un billet ait perdu 5,2% de sa valeur, sachant qu'il y a 52 semaines dans une année, et que donc la monnaie aurait à cet égard-là imposé par anticipation de perte de valeur sa propre perte de valeur et donc sa propre vélocité. C'est un peu ce qu'on fait maintenant avec la Banque Centrale Européenne. Au lieu de couper des billets, on dit qu'on va avoir 2% d'inflation et qu'on essaie d'avoir 2% d'inflation pour que les gens intègrent dans leurs anticipations le fait qu'il vaut mieux peut-être consommer maintenant que plus tard. Mais ça n'a pas l'air de marcher. Et donc voilà, ça c'est la dernière chose que je voulais partager avec vous. Le Bitcoin relève d'une logique tout à fait différente, parce que vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est une monnaie qui est décentralisée, c'est ça son secret finalement. Il n'y a pas de monopole de battre monnaie, et c'est une monnaie dont la quantité disponible évolue par cliquets, par pas qui sont prévisibles, sachant que la rapidité de processus informatique, qui est censée être croissante, disqualifie les premiers bitcoins qui ont été fabriqués avec des ordinateurs qui étaient plus lents. Et donc c'est un système tout à fait particulier, qui ne relève pas d'un système monétaire classique, mais qui est sans doute un exemple de type d'économie de demain, parce que le monde de demain est un monde qui sera décentralisé. C'est-à-dire que les agents économiques vont finalement être décentralisés dans leur comportement, dans leurs habitudes d'achat, de consommation. Et donc le Bitcoin est sans doute, et ce sera sans doute d'ailleurs son application par le blockchain, le reflet d'un mode de la société. Voilà. La dernière chose que je voulais vous dire, et qui est en fait encore une side remarque, comme on dit en anglais, c'est qu'on a toujours aussi tendance à opposer le capital et le travail.
Et ce qu'il ne faut jamais oublier dans une monnaie, c'est qu'en fait, elle représente, de manière fugace et on va dire de manière symbolique, du travail passé. Ça, c'est l'analyse marxiste. En fait, Marx disait, le capital, c'est quoi? À part peut-être le capital naturel, c'est-à-dire des lingots d'or, des minerais qu'on peut trouver, et encore, faut-il les mettre faut-il les travailler pour qu'ils valent quelque chose? Le capital, qui est représenté par des unités monétaires, est du travail passé qui a été accumulé. Et donc, quand on oppose le capital et le travail, qu'est-ce qu'on oppose? On oppose du capital passé, qui ne peut être validé que par sa reconnaissance par des agents économiques futurs ou contemporains, c'est-à-dire des gens qui travaillent maintenant. Et donc la monnaie est aussi cet extraordinaire point de jonction, presque insaisissable, dans la ligne du temps, entre le travail passé, qui n'est validé que par la capacité à se mettre au travail futur. Donc le capital ne vaut que par sa mise au travail par du travail. Et alors, on a aussi trouvé cette notion de taux d'intérêt. Je pourrais vous en parler pendant des heures parce que j'ai écrit plusieurs ouvrages là-dessus avec les relations avec la divinité, mais on trouve aussi ce lien extraordinaire qui est en fait que la monnaie a permis aussi de donner un prix au temps. Le temps est une donnée tout aussi insaisissable que la divinité ou que la monnaie elle-même, et donc on a en fait dégradé la compréhension du temps en lui appliquant de manière linéaire, selon la logique de Saint-Augustin, un prix qu'on appelle le taux d'intérêt. Et ce taux d'intérêt est censé valoir ce que vaut le temps qui est appliqué à un certain capital. Voilà, quelques pensées que je voulais partager avec vous, confuses, ce n'était pas le but de faire un objectif autant structuré que le vôtre, mais voilà, qui sont le reflet d'un nombre d'interrogations. J'ai d'ailleurs un blog que j'alimente quasiment tous les 2 jours dans l'Écho. Il n'y a pas 2 fois par semaine où je ne me mets pas au travail le soir à 10-11 heures du soir en essayant, par un court texte, d'appréhender cette monnaie. Ce rapport au temps à la divinité, je n'y arrive jamais. Je n'y suis jamais arrivé, je n'y arriverai jamais. Voilà, je vous remercie beaucoup.